Bonjour à tous, notre nouvelle émission Santé Plus est consacrée à l'ophtalmologie, prévention de la cécité. Avec nous aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Bonjour docteur, et avec nous bien sûr Bonjour, Bernard. Christine. Docteur, vous êtes le docteur Khaled Benamor et vous êtes ophtalmologiste à Tunis et vous êtes cofondateur de la clinique ophtalmologique qui est donc à Tunis, bien sûr, et également membre fondateur de l'ONG Nadi Al-Bassar. Et cette ONG fait partie de l'Agence internationale de la lutte contre la cécité. On verra tout à l'heure qu'elle intervient beaucoup en Afrique subsaharienne. Et est-ce que vous, docteur, vous pouvez nous faire un état des lieux de la prise en charge de l'ophtalmologie en Afrique? D'abord, il y a 53 ou 54 pays africains et donc le degré de prise en charge est très différent entre les pays. Grosso modo, les pays de l'Afrique du Nord bénéficient de leur présence dans le pourtour méditerranéen et de retour de beaucoup de médecins qui ont fait leurs études en Europe et sont retournés dans leur pays d'origine. Et puis, comme ils ont eu probablement leur indépendance plus tôt, le développement du secteur de santé a été bien. Et donc, la prise en charge est pratiquement quasi comparable à celle de plusieurs pays européens. Donc, et puis, même la pathologie, elle est comparable. En Afrique subsaharienne, c'est différent parce que le continent est très vaste. En général, on trouve dans certains pays, on trouve des centres d'excellence ou des centres qui font bien, mais qui sont souvent situés dans la capitale. Et l'accès aux soins n'est pas garanti. Donc, les situations diffèrent. Un pays comme la Gambie, je l'ai su il y a 3 jours, ils n'ont que 2 ophtalmologistes pour 2 et quelques millions d'habitants. Et pourtant, ce n'est pas un pays qui est extrêmement pauvre. C'est un pays qui émerge, qui se débrouille bien. En Mauritanie, il y avait 2 ophtalmologistes lors de notre première visite de l'ONG en Mauritanie. Maintenant, ils sont 14 ou 16 et ils se débrouillent bien. Donc c'est vraiment corrélé au niveau de vie de la population? Au niveau de vie, et puis s'il y a une politique de santé ou non, et généralement aussi au PIB du pays. Et est-ce qu'il y a une corrélation aussi entre la zone géographique et les maladies? Oui. Ou est-ce que c'est à peu près la même chose partout? Dans les pays, dans les zones tropicales, il y a l'onchocercose. Je pense que vous avez fait une émission sur ce sujet. Donc il y a une pathologie qui est spécifiquement subsaharienne, disons. Il y a aussi des maladies qui existaient avant au nord, comme le trachome, et qui ont été pratiquement éradiquées dans le nord et qui existent encore. Sinon, c'est la pathologie qu'on voit ici en France, la cataracte, le glaucome, la rétinopathie diabétique, par exemple. Et là aussi, la dégénérescence. La DMLA, à cause de l'augmentation de l'espérance de vie dans plusieurs pays africains, donc on commence à la voir. Et nous, en Tunisie, en Afrique du Nord, on la voit de plus en plus. Parce que, donc l'âge, et surtout parce que c'est un pays qui est très ensoleillé et on sait que ça a un rapport avec les ultraviolets. Donc on va vous opérer de la cataracte, on va voir via cette ONG, et je vous propose de voir un petit film qui a été tourné par la Ligue Braille en Belgique, à Bruxelles, et on va voir comment voit quelqu'un atteint de la cataracte. Vous allez pouvoir nous commenter un petit peu cette vision, voilà, avec plaisir. Complètement floue. Donc voilà, là on arrive et on voit tout à fait correctement. Et là, on passe avec une vision de la cataracte qui est complètement floue. En fait, on a le cristallin dans la responsabilité, c'est une lentille optique et qui est normalement transparente et qui, avec l'âge ou avec certaines maladies, qui devient de plus en plus opaque. Donc, elle va laisser passer la lumière et les informations jusqu'à ce qu'elle soit totalement obturée. Et quand elle est totalement obturée,
le patient ne voit plus rien. Et le patient, il s'en aperçoit tout de suite ou il faut un certain temps d'adaptation? Disons que parce que ça vient, chez la plupart des gens, ça vient de façon très, très progressive, donc les patients s'en accommodent petit à petit. Mais maintenant, avec les exigences de la vie moderne, parce qu'on a besoin de voir son portable, de conduire et de lire les écrans, les patients actuellement s'en aperçoivent beaucoup plus rapidement. On voit que c'est même très dangereux parce que quand on prend un escalator, quand on est dans la ville, ça peut être aussi dangereux. C'est très dangereux parce qu'en fait, chez les vieilles personnes, il y a la fragilité osseuse et ça fait que ces personnes chutent souvent et donc suraggravent leur situation. Donc il y a beaucoup de fractures du col du fémur qui sont liées à la cataracte, par exemple. Et vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'opération de la cataracte? La lentille qui devient opaque, on l'enlève et on la remplace par une lentille qui a la puissance adéquate pour permettre aux patients d'avoir une vision optimale. C'est une lentille qui est en verre, en plastique? C'est une sorte de plastique, c'est pas du verre. Il y a plusieurs variantes. C'est un implant, oui. Et ça tient tout seul? Ça tient en général, c'est dans le sac de la cataracte. Donc on enlève tout le contenant, tout ce qui est en dedans, et la capsule, elle est transparente, elle n'est jamais touchée. Donc idéalement, on aspire ce qu'il y a dans le sac du cristallin et on injecte et on l'injecte. Et ça, c'est les techniques modernes. La technique la plus utilisée, c'est la phacoémulsification. Et à partir d'une incision de 2,5 mm, on peut enlever le cristallin ou la partie du cristallin qui est opaque, injecter un implant. Et maintenant, on sait calculer la puissance de l'implant pour aussi corriger une myopie intérieure, un astigmatisme antérieur. Donc, ce qui fait que généralement, la plupart des gens voient mieux après l'intervention de la cataracte. Justement, l'ONG Nadi Albassar, que vous avez cofondée, dont vous êtes membre fondateur, elle opère de la cataracte en Afrique subsaharienne. Et quelles sont vos actions plus exactement sur place? Je voudrais d'abord dire que la cataracte reste la première cause de cécité dans le monde et surtout dans le monde en voie de développement. Et que... Pas seulement en Afrique. Pas seulement en Afrique, non, mais surtout mais c'est une cécité réversible. Et si les gens restent aveugles parce qu'il n'y a pas assez de chirurgiens ou ils n'ont pas un accès aux soins. Et c'est pourquoi notre ONG est allée en Afrique. On fait à peu près environ 5000 cataractes par an. Et quand on a commencé, il y a 20 ans, même plus que 20 ans, l'ONG a été fondée en 1984 et je pense qu'on a commencé à faire les campagnes de cataracte en Afrique dans les années 90. Quand on a commencé, on utilisait d'anciennes techniques. Donc on ouvrait la moitié de l'œil, on mettait des points de suture, etc. Après, petit à petit, avec le développement, on a, à part opérer les cataractes, on a introduit l'usage des phacoémulsificateurs dans certains pays africains. Et ce qu'on fait, on se soucie aussi du transfert de savoir et de savoir-faire. En général, on a une équipe de 5 ou 6 chirurgiens, donc on a 5 ou 6 tables opératoires. Et il y a toujours le 5e ou le 6e qui est réservé pour un chirurgien local. Et donc, qui reste ensuite sur place. Ensuite. Et ce qu'on fait, donc on opère et on consacre du temps à l'apprentissage et l'initiation de la technique. Et je pense que c'est ce qui est beaucoup plus important. Ce qui fait que certaines institutions sont devenues tout à fait autonomes dans la chirurgie de la cataracte. Est-ce que ça pourrait être fait par des infirmiers qui seraient spécialisés uniquement dans ce geste-là?
Au départ, dans les années, je pense, 70-80, il y avait des chirurgiens qui n'étaient pas médecins, et ça, c'est pas le propre de l'ophtalmologie. C'est commun à toutes les autres pathologies, mais maintenant, c'est fait par des médecins, par des chirurgiens. Sauf que pour faire face donc au manque de chirurgiens, dans certains pays, en Afrique subsaharienne, l'AIPB et puis Ned El-Bassar a aussi contribué, d'autres ONG ont créé une filière de formation d'ophtalmologie qu'ils l'ont raccourci, c'est-à-dire qu'ils prennent un médecin, un jeune médecin, après ses 5 années d'études, et directement lui font 2 ou 3 ans d'ophtalmologie médicale et chirurgicale. Et c'est une expérience qui est en train de réussir. Il y a des jeunes dans votre ONG, pas mal de jeunes médecins. Combien sont-ils et pourquoi sont-ils attirés par cette ONG? En fait, le principe, c'est le volontariat. Aucun médecin n'est rémunéré pour quoi que ce soit. Donc l'ONG, elle garantit, disons, les moyens techniques. Il y a d'autres ONG ou d'autres laboratoires pharmaceutiques qui nous aident pour les implants, etc. Et il y a un engouement parce que c'est vraiment une expérience unique d'aller opérer au Niger, ou au Mali, Burkina Faso, en Guinée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, dans l'AFOR, nous, on donne des soins de façon volontaire, gratuite, aux populations locales. Mais si on creuse un peu, nous aussi, comment on dit, vous apprenez beaucoup, non? C'est ça, on apprend beaucoup, mais on a une meilleure vision de ce que nous sommes. Il y a une autosatisfaction extraordinaire. Ça donne du sens à notre métier aussi. Ouais. Quel est économiquement le modèle pour votre ONG? D'où vient l'argent? Est-ce que le gouvernement vous aide? Vous avez des mécènes? Il y a des mécènes. En fait, en Afrique, en général, les gouvernements n'ont pas d'argent, donc, ou pas assez d'argent pour assurer les soins de base. Ouais. L'OMS aussi n'a pas d'argent, et donc c'est les ONG, en fait. Et à Ned El-Bassar, c'est donc les ONG, ce qu'ils font en général, ils payent des médecins pour aller opérer. Ned El-Bassar, c'est les médecins qui vont de façon volontaire. Donc, ils ne sont pas du tout payés. Quelle est la traduction de Nadi Al-Bassar? Ned El-Bassar, disons que c'est le club de la vision. La dénomination officielle, c'est le Centre maghrébin de la lutte contre la cécité. Vous n'êtes pas que membre de cette ONG, vous êtes également cofondateur ou fondateur de la clinique ophtalmologique de Tunis. C'est un centre d'excellence dans tout le Maghreb. C'est un centre d'excellence du Maghreb. Mais disons que Ned El-Bassar est pour quelque chose. Parce que les fondateurs, ils étaient tous membres de Ned El-Bassar. Et donc tous ont vécu des campagnes de cataracte. Et tous ont pris conscience qu'ils pouvaient faire des choses par eux-mêmes. Ned El-Bassar, c'est un des premiers exemples de ce qu'on appelle, les politiciens appellent entre guillemets, la coopération sud-sud. Parce que culturellement, on est plus proche de ces gens-là, de par la géographie, l'appartenance au même continent, et parce qu'on peut travailler, on a appris à travailler dans des conditions extrêmes. Si vous prenez un chirurgien d'ici, il a appris à travailler dans des conditions normalisées. Et nous, on a passé ces étapes. Donc, on a plus de résilience pour travailler en Afrique, plus de facilité. Et c'est là qu'on a pris conscience qu'en mettant nos efforts en commun, on pouvait faire quelque chose. Et c'est dans ce but qu'on a créé la clinique ophtalmologique de Tunis.
Et vous faites quel type d'opération dans cette clinique? On fait tout type d'opération. Toute la pathologie oculaire est prise en charge. Donc, tout ce qui peut se faire ailleurs, on le fait, mais on a des pôles d'excellence. On fait, par exemple, plus de 500 greffes de cornée par an, ce qui est un chiffre énorme. On fait environ 7 à 8 000 cataractes par an, ce qui est aussi un grand chiffre, mais on a notre pôle d'excellence dans la chirurgie vitréo-rétinienne, donc dans les complications de la rétinopathie diabétique, parce que le diabète est un fléau chez nous. Et qui rend aveugle également à terme. Qui peut rendre aveugle à terme. Et je pense que c'est la 5e cause ou 6e cause de la cécité en Afrique. Et la situation par rapport à cette affection est terrible en Afrique subsaharienne parce que, vu le nombre peu important d'ophtalmologistes, donc en général les ophtalmologistes n'ont pas le temps de regarder ce qu'il y a derrière le cristal. Et quelle est la différence de coût entre une opération ici et la même opération chez vous à Tunis? Pour une opération courante, comme le glaucome par exemple. Le coût est 1 à 3, disons, entre l'Europe et c'est le tiers. Mais et le tiers à Tunis, pour pratiquement la même qualité de soins, on utilise les mêmes machines, les mêmes microscopes, les mêmes implants. Donc mais le coût est encore plus bas en Afrique subsaharienne quand il est fait par l'ONG Ned El Bassal. Donc une cataracte, en fait, le coût global, c'est à peu près 100 € pour opérer une personne. Là-bas? Pour opérer une personne. Quand on va à travers Ned El Bassal, ça coûte beaucoup moins cher, en fait, parce que tout ce qui est paramédical et médical est tout à fait gratuit. Donc, en fait, on paye l'implant et les points de suture, mais on n'en utilise plus beaucoup parce qu'on fait les techniques sans suture. Et parfois, on est obligé de payer l'électricité aussi, parce que dans les certains groupes électrogènes. Est-ce que vous avez des Européens qui viennent se faire opérer, connaissant cette différence de prix? Oui. À Tunis, en fait. Tourisme médical un peu. Il y a, je pense, il y a 40% de la clientèle de la clinique et de ma propre clientèle qui est étrangère dans des Européens. Parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et surtout en France, parce que c'est les listes d'attente, en fait. À un certain moment, il faut attendre 6 mois, 1 an pour pouvoir voir un ophtalmo ici. Et plus pour un rendez-vous chirurgical. Et moi, j'avais envie aussi de savoir si vous avez beaucoup de patients d'Afrique subsaharienne qui viennent, parce que c'est un centre d'excellence. Oui, de plus en plus. Dans les diapos que j'ai mis aujourd'hui, cette semaine, j'ai vu quelqu'un du Niger qui connaît bien Télésud. C'est là que je me suis rendu compte que Télésud est vraiment très regardé en Afrique. En Afrique. Donc, c'était un de vos patients. C'est un de mes patients. Donc, il y a presque maintenant on a des patients de tous les pays francophones, surtout subsahariens, notamment le Mali, le Niger, le Burkina Faso, etc. Il y a, le Maroc est en train de devenir aussi une bonne destination. Et je sais qu'Abidjan aussi, c'est une excellente destination. Je pense que c'est les 3 pôles. Pour ce genre. Pour la chirurgie vitréo-rétinienne, c'est Tunis qui est vraiment le pôle et la greffe de cornée. Quels sont les conseils de prévention que vous pouvez donner en général, pas seulement aux habitants de l'Afrique, mais également à tout le monde concernant justement la vision, l'œil? La prévention de la cécité, qui est notre thème aujourd'hui. C'est de consulter, en fait. Réellement, c'est que... Tous les ans non, consulter quand on a quelque chose qui ne va pas. Consulter quand on remarque que votre enfant s'approche trop de la télé ou qu'il a des difficultés.
consulter quand on a dans ses antécédents quelqu'un qui a un glaucome, parce qu'on s'est rendu compte que dans les familles de glaucomateux, il y a une prévalence plus importante de glaucome. Donc une dimension génétique. Il y a une dimension génétique, oui, multifactorielle, c'est-à-dire que quand quelqu'un a un glaucome, au lieu d'avoir 1%, ce sera 4% de chance de développer un glaucome, mais ce n'est pas inéluctable. Et le soleil, les lunettes de soleil Oui, pour la prévention de la cataracte, mais surtout de la dégénérescence maculaire la liée à DMLA, l'âge. ce La qu'on DMLA, oui, oui. Liée à l'âge. Liée à l'âge. Justement, s'agissant des pathologies, on a parlé de la cataracte, le glaucome, la DMLA. Vous avez de plus en plus de patients qui sont opérés de ces pathologies ou qui viennent en tout cas consulter dans votre clinique. Pour la DMLA, il n'y a pas beaucoup de chirurgie, disons, pour le moment. C'est un traitement. C'est un ouais, traitement. Tout à fait, ouais. On a de plus en plus, à cause de l'allongement de l'espérance de vie, le problème, c'est le glaucome, en fait. Et l'IAPB, l'Agence internationale, dans son programme 2020, elle s'est beaucoup plus occupée de la cataracte que d'autres choses. Mais le glaucome est un fléau parce que, d'abord, il est très difficile de faire le diagnostic précocement. Donc, en général, et quand les gens s'en rendent compte, ils ont déjà perdu peut-être 70-80% de leur champ visuel ou de leur vision. Et on ne peut pas revenir en arrière. Non, et ce qui est perdu. C'est ça le problème. Et parce que pour dépister le glaucome, il faut des moyens techniques importants. Ce n'est pas comme la cataracte, c'est juste une lampe à fente, c'est-à-dire la machine usuelle chez l'ophtalmologiste et on voit une opacité. Le glaucome, il faut faire d'autres explorations qui sont coûteuses et qui nécessitent aussi une maîtrise, une connaissance. Et un suivi aussi. patient. Et généralement, soit c'est des traitements à vie parfois, ou c'est des chirurgies qui fonctionnent bien, mais qu'il faut quand même surveiller parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que la tension elle va remonter. Et comment choisissez-vous vos patients, enfin les patients de l'ONG, une fois que vous allez dans un pays, comment sont-ils sélectionnés? Excellente question. En fait, on a ce qu'on fait, on a des correspondants. Sur place? Sur place. Ouais. Et quand on n'a pas de correspondant, on envoie quelqu'un pour faire le tri. Mais en général, quand on va faire une campagne de cataracte, on entre en contact, ou on a déjà des contacts avec soit les autorités, soit les médecins qui sont sur place, qui, eux, font une liste. Et puis, dans les pays où il y a une grande endémie de cataracte parce qu'elle n'est pas, parfois, il suffit juste d'aller dans le village, de le faire savoir par haut-parleur, et je vous assure que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui opère, il y a un ou deux qui voient les patients et qui recrutent en même temps. Et on arrive à faire une centaine de cas par jour. Et parfois, quand on voit au départ, on a juste une liste de 100 personnes. Donc, et le bouche à oreille fonctionne, ce qu'on appelle nous le téléphone arabe, il fonctionne. Et, donc, et on a souvent aussi des gens qui ont des cécités ou des glaucomes incurables qui viennent aussi. Mais et on que a là, appris... vous ne pouvez pas soigner. Et c'est entièrement gratuit pour toutes ces personnes? Oui, c'est gratuit. Et je voudrais savoir, vous disiez, question. très rapidement, vous opérez à peu près 100 personnes par jour. Combien de temps vous restez sur place? On reste une semaine en général. 5 à opérer, 100 par jour. Hein, oui, donc, ça, on reste en général une semaine. Une semaine. Dans 5 jours de travail effectif. On fait du lundi au vendredi. Et mais on planifie ça et maintenant on a des gens qui sont rodés. Et notre problème maintenant, c'est avec les médecins parce qu'on a une centaine de médecins volontaires qui veulent y aller et qui, si on ne les appelle pas pendant trop longtemps, ils sont mécontents. En fait. Ils sont tous partants pour opérer. Ouais. À la clinique aussi, on fait des campagnes de cataracte, on fait des périodes où on a aussi notre réseau. Et durant l'année, on choisit des nécessiteux, etc., et dans les régions avoisinantes de Tunis ou même de l'intérieur.
Et on continue à faire des campagnes de cataracte en Tunisie même. Et la clinique, donc il y a des privilégiés qui font, on fait des journées entières de campagnes de cataracte. Merci, docteur Khaled Benamor. Vous êtes effectivement ophtalmologiste et cofondateur de l'ONG dont nous avons parlé, Nadi El Bassa, et de la clinique ophtalmologique de Tunis. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Bernard. Merci beaucoup, docteur. Le plaisir Merci, était pour moi. Merci. Et merci d'être venu spécialement de Tunis pour venir sur le plateau de Télé Sud. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Santé Plus.